Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la partie 2 du podcast avec Clément Brasafonso. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la regarder pour en apprendre un peu plus sur lui avant ce deuxième volet. Malheureusement, comme le premier épisode, on s'excuse d'avance pour la qualité de l'audio et du visuel qui ne sera pas top. Ce sera la dernière fois, les autres podcasts sont bien mieux sur ce point de vue-là. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à écouter Clément et puis place tout de suite à la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode avec Clément Brasafonso. Donc sur le premier épisode, je vous conseille d'aller le voir. On a pu aborder la carrière de Clément, de ses débuts à Brive-la-Gaillarde, où t'es né, jusqu'à tes dernières courses en amateur en passé professionnel. Et sur ce deuxième volet, on va pouvoir aborder ta carrière professionnelle, tes 2 années maintenant chez les pros, et rentrer un peu plus en détail sur ces années-là. Ouais, bonjour à tous et allons-y Rémi, je te laisse me guider avec tes questions pour ce deuxième volet. Allez, bah c'est parti en 2000. J'espère quand même que le premier volet vous aura plu et que le deuxième vous plaira aussi. On espère. En 2024, donc tu passes au CIC Nantes Atlantique. On avait pu l'expliquer au premier épisode. Tu as eu un peu ce dilemme-là entre l'équipe Wagner, chez qui tu étais amateur, qui passe professionnel en continental, même niveau que Nantes, mais avec une licence belge. Oui. Et tu décides d'aller à Nantes et tu signes pour 2 ans. Ouais, donc tout à fait. C'est le choix que j'avais décidé de faire. Peut-être 2 ans ou 1+1. Je sais pas trop comment ça s'était passé, mais j'avais une clause pour partir si jamais je trouvais mieux, c'est ça. Ouais, donc à l'époque, j'étais amateur chez Wagner, l'équipe passait continentale, licence belge, j'ai décidé de rejoindre plutôt une continentale française pour avoir le calendrier Coupe de France qui est bien fourni, on a de la chance avec de belles opportunités pour un profil puncher-bumper pour moi à l'époque. Et j'ai préféré faire ce choix, il a été pas facile à faire non plus, j'avais aussi l'opportunité d'aller chez Saint-Michel-Aubert 93 à l'époque. J'avais préféré aller à Nantes pour ça a été un choix difficile, mais pour son projet de formation, peut-être avec un peu plus de jeunes. Et, ouais, à ce niveau-là, ça s'est passé comme ça. Comment se passe l'intersaison pour toi? Est-ce que tu ressens une réelle différence par rapport à tes années en amateur? Est-ce que ton cadre de vie change? On sait que tu habites à Montbéliard sur tes années Wagner. Qu'est-ce que tu fais quand tu passes à Nantes? Alors ouais, je suis resté à Montbéliard pour mes années Wagner, et quand je suis passé à Nantes, j'ai décidé de rejoindre Nice. Okay. Ouais, le fief des cyclistes. Le fief des cyclistes, ouais, il y a beaucoup de monde entre Andorre, Nice, Annecy en France, ça fait, voilà, les 3/4 du peloton sont là, les 3/4 des professionnels français. Ouais, j'ai décidé de rejoindre Nice parce que je voulais des vraies conditions pour rouler, mettre toutes les chances de mon côté. Et voilà, à ce moment-là, j'ai aussi changé d'entraîneur. David m'a entraîné jusque mes années, j'anticipe, mais ouais, David Dalaibera m'a entraîné jusqu'à la fin des années Wagner. Ouais. Et à Nantes, j'ai eu un nouvel entraîneur, Fabien Rabault, à l'époque. Voilà, tu prends Fabien Rabault, entraîneur de l'équipe, du coup, à Nantes. Et j'allais te demander justement quels sont les principaux changements que tu remarques à ce moment-là, à la fois dans ton changement d'entraîneur, à la fois dans ton changement de statut. Tu fais plus des courses amateurs, tu fais des courses professionnelles, ce qui est différent quand même. Ouais, je retrouve quand même au CIC Nantes Atlantique à l'époque Ken Joalon. Okay. On était coéquipiers avant ces études. Je décide d'habiter à Nice, j'ai des super conditions et je suis prêt à changer, enfin en tout cas à m'entraîner plus avec ces nouvelles conditions et voir des nouvelles choses et essayer des nouvelles choses. Cette année elle a été, je crois que ça a peut-être été le plus gros gap niveau entraînement de passer de l'équipe Wagner à l'équipe Nantes, de David Dalaibera à Fabien Rabault. Okay. J'ai vu un entraîneur hyper calé scientifiquement, encore plus, beaucoup d'exercices, des séances assez difficiles, mais j'étais prêt, j'avais envie de faire ces séances parce que je savais que mon objectif c'était de marcher en continental pour aller plus haut. Et voilà, j'étais prêt, mais c'est vrai que niveau entraînement, des grandes différences. Je dirais un plus gros volume sur la semaine. Ouais. Et aussi plus d'exercices.
plus d'exercices avec un balayage de beaucoup de zones. Tous les curseurs finalement, volume, intensité, poussés vers le haut, quoi. Tous les curseurs étaient poussés vers le haut. Je faisais peut-être un peu plus de muscu aussi, musculation, prépa physique, ouais. Tout ça, ça a été poussé vers le haut et ça a été une année au niveau de l'entraînement je dirais pas qui a été difficile parce que j'en avais envie et j'étais prêt à faire ce sacrifice-là, mais elle était plus difficile quand même parce que j'avais pas moins de jours de repos aussi. Ça a été pas facile. Mais voilà, c'est sûr que je m'entraînais plus, mais la suite a dit que c'était une bonne chose de s'entraîner plus à ce moment-là. Et toi, en tant que coureur, on sait que les coureurs sont un peu différents là-dessus, mais c'est important pour toi d'avoir un entraînement très scientifique, très cadré, très précis sur les exos, sur les watts. T'as besoin d'avoir un peu plus de liberté. Du coup, on imagine qu'avec Fabien Rabot, c'était assez cadré, structuré, comme tu nous as expliqué. Ouais, très cadré, structuré. Moi, j'aime bien quand c'est cadré, structuré, mais quelque chose qui est important pour moi et qui doit garder un entraîneur, c'est vraiment le côté humain. L'entraîneur nous demande énormément de choses. Il est là pour nous donner des séances et on est là pour les faire. Mais je pense qu'en tant que coureur, on doit aussi avoir des discussions avec l'entraîneur parce qu'on a le droit de donner notre avis et c'est un couple, l'entraîneur entraîné. Faut que ça fonctionne. J'ai besoin de l'appeler chaque semaine. J'ai besoin de l'appeler beaucoup et j'ai besoin de lui donner mon ressenti et peut-être parfois même de lui dire cette séance elle a été trop dure ou elle est trop dure, ça va être trop dur, ou alors de demander par exemple un jour de repos là parce qu'on en sent besoin. Et voilà, faut que la relation elle soit vraiment bonne entre l'entraîneur et l'entraîné. Faut pas qu'il y ait forcément une position de dominant de la part de l'entraîneur parce que je dirais que ça marche pas sur le long terme. Et c'est plus une relation à deux qui se construit et où l'entraîneur forcément donne des séances, mais le coureur doit vraiment donner son ressenti. Être force de proposition. Et l'entraîneur doit aussi s'adapter aux propositions du coureur. Pas rester hermétique et faire son déroulé, donner son truc et que le coureur il sente pas son intérêt. Ouais, et toi j'ai l'impression que tu as été vraiment acteur de ton projet justement et t'as pris en main ta performance finalement et tu t'es pas juste laissé guider par ton entraîneur, tu lui as apporté les clés aussi pour que tu progresses encore plus et tu t'es vraiment investi là-dedans et c'est ce qui fait aujourd'hui aussi je pense que tu en es là, c'est que tu t'es investi dans ton entraînement et que tu t'es pas laissé porter par un programme quoi. Ouais, je me suis investi. Fabien a été un élément clé de ma saison à Nantes. Comme j'ai dit, c'était dur comme entraînement, mais je savais ce que je voulais. Il savait où il voulait m'amener et il a vu peut-être qu'on pourrait faire des choses correctes, des belles choses en termes de résultats. Et on a réussi à bien travailler ensemble pour essayer d'aller vers une belle saison pour moi. Ok. Et du coup, pour revenir un peu sur cette transition amateur-professionnel, comment se passe les stages hivernaux avec Nantes? Est-ce qu'on se rapproche des stages World Tour à Calpe en Espagne sous le soleil? Est-ce qu'on se rapproche plus des stages N1 quand on est une équipe montière? Raconte-nous un peu ces stages de pré-saison, comment ça se passe? Alors ça c'est une bonne remarque. Continental, ça dépend des continentales, je dirais. Mais déjà, reprécisons que Continental, c'est le 3e niveau mondial. Il y a Pro Team, 2e niveau mondial. Une équipe comme Total Energy, par exemple, en France. Et ensuite, le niveau World Tour. Ouais, c'est bien de le préciser, t'as raison. Et donc, en Continental, à Nantes, en tout cas, nous, on n'est pas allé en Espagne au soleil. Ouais. On est allé, je crois, à Marquixan, dans les Pyrénées-Orientales. Et ouais, là, on a eu pas chaud. Mais on a fait 10 jours en janvier, avant la reprise des compétitions. Et on a bossé, on faisait des gros exos, ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. Mais j'avoue que pour moi qui habitais à Nice à l'époque, je me souviens qu'on s'était posé la question avec ceux qui habitaient dans le sud, si on n'allait pas perdre à aller là-bas parce qu'il faisait froid. Mais au final, on s'en était quand même bien sortis et on avait réussi à faire du bon travail. Et par rapport à tes années N1, est-ce qu'il y a des différences un peu sur les tests qui peuvent être faits? Est-ce que tu fais des tests de puissance? Est-ce qu'il y a des notions de tests lactate? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment très scientifiques et qui t'apportent par rapport à ce que tu as pu connaître en amateur où il y a des fondements de moyens? À l'époque, pas de tests lactate, des tests 20 minutes, peut-être 5, des choses comme ça. C'était aussi le cas chez les amateurs. Ça évolue beaucoup aussi ça aujourd'hui. Il y a des équipes qui font 4 et 12. Ouais, voilà. Toi, tu connais mieux que moi là-dessus, mais il y a des équipes qui voilà, changent et font pas forcément ça. Et finalement, malgré que ce soit une structure continentale, on était mieux suivi, je dirais, au niveau tout ce qui entoure, mais dans le fonctionnement, oui, c'était pas non plus complètement différent. D'une N1. Ouais, d'une N1.
on était chez Wagner à l'époque, on avait une très belle ANA et on était hyper bien suivi sur beaucoup de domaines. Donc je dirais pas que j'ai vu une énorme différence. Pour moi, la grosse différence, c'était dans le fait d'être payé, d'avoir un vrai salaire à plein temps, d'habiter à Nice et de faire des courses de niveau Coupe de France. Okay. Et du coup, avant la reprise des courses, on imagine forcément un peu de stress, un saut dans l'inconnu, tu passes professionnel. Est-ce que justement sur ces stages de pré-saison, tu arrives un peu à t'étalonner par rapport à tes coéquipiers, dont certains qui sont déjà professionnels depuis plusieurs années, et est-ce que tu arrives un peu à te rassurer dans ces stages-là en te disant que tu seras au niveau pour la reprise? Ouais, les stages se passent plutôt bien, je suis content, je suis à Nice aussi, ça me permet de plus rouler qu'avant, et ouais, je suis assez confiant pour la reprise, enfin confiant, oui et non, parce que je découvre un nouveau modèle, mais je me disais pas que ça allait être dur, je me disais qu'on allait voir, mais que ça allait pas être dur, et j'avais envie de bien faire. Je crois que j'ai dû reprendre le Grand Prix de la Marseillaise à l'époque. Ouais, c'est ça. Et justement, avant cette reprise, est-ce que tu as des entretiens avec l'équipe? Est-ce que tu sais ce que l'équipe attend de toi sur cette première année pro? Oui, alors, on a fait un stage l'hiver d'avant aussi, c'est le cas dans toutes les équipes, pour ceux qui connaissent pas trop, mais on se rejoint en général en décembre déjà pour un premier stage qu'avec Nantes on avait fait à Nantes. Okay. Et dans lequel on s'était déjà aussi rejoint en octobre pour l'intégration. Ouais. On avait fait aussi tous les tests médicaux parce qu'on fait des bilans cardiologie pour les coureurs. On fait des tests à l'effort pour avoir plein de données et prévoir pour l'entraînement de l'année d'après, voir les capacités de chaque coureur. Et donc ouais, on avait déjà eu des discussions et en décembre on avait déjà eu des discussions avec l'équipe, même en janvier sur peut-être qu'ils attendent de moi, mais c'est difficile à ce moment de dire ce qu'ils attendent vraiment de moi parce que je suis nouveau dans l'équipe. Oui, on attend que je performe, mais on ne met pas du tout de pression et on attend les dirigeants attendaient de voir aussi ce que ça allait donner. Le but c'était que je mette toutes les chances de mon côté, que je fasse le job au maximum, bien entraîné par Fabien, et après on allait voir ce que ça donnait sur les courses, mais pas de pression. Et première différence aussi dans l'entraînement, c'est que la période hivernale est bien plus courte. Là chez les pros, tu reprends en gros fin janvier, début février sur les courses françaises de début de saison. Toi, en amateur, tu reprenais bien plus tard. D'autant que j'ajoute que chez les amateurs, j'ai ouï dire que t'étais pas adepte des débuts de saison et que t'aimais bien laisser un peu traîner avant la reprise et pas aller au charbon tout de suite fin février, début mars, non? Ouais, j'ai pas souvent fait les boucles du Var, ça c'est sûr. Alors, raison à cela aussi, c'est que j'étais encore étudiant et donc l'hiver était pas facile à passer en étudiant à Montbéliard ou à Troyes. J'avais pas trop le temps de rouler et que du coup la reprise, je préférais faire un mois de février solide avant de commencer direct en février par des compétitions. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Ça n'a pas changé dans l'entraînement. Les bases, c'est la base. Faire des bases solides pour bien attaquer la saison. Donc je commençais souvent en mars. Okay. Souvent en mars, ça c'est vrai. Et du coup, là, le fait d'avoir une période hivernale bien plus courte chez les pros, ça t'a impacté, ou le fait d'avoir un entraînement bien plus carré, bien plus soutenu, ça a clairement compensé? Oui, ça a compensé parce que j'ai attaqué à rouler plus tôt dans l'hiver. J'étais à Nice, je pouvais mieux rouler. Donc en effet, ouais, ça m'a aidé, mais ça restait quand même une inconnue. Commencer fin janvier, je savais pas trop comment mon corps allait réagir. Ça c'est sûr. Et le début de saison se passe finalement très bien. Tu reprends sur le Grand Prix la Marseillaise. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la première course française de la saison. Il y a toutes les équipes. Donc toi, t'es en continental, mais tu fais face à cette époque-là à la FDJ, à G2R, toutes les grosses équipes françaises. Tu finis bien la course. Ensuite, t'enchaînes à Bessèges, course par étape, l'étoile de Bessèges. Tu finis quand même 23e. 13e du Tour des Alpes-Maritimes, autre belle course française. À chaque fois sur ces courses-là, il y a le gratin quand même du cyclisme français, toujours toutes les World Tour. C'est un super beau début de saison. Est-ce que c'est au-delà de tes espérances? On imagine que tu es très heureux à ce moment-là de voir que tu es direct dans le match. Ouais, j'étais satisfait de mon début de saison. Je voyais que j'avais les capacités de jouer un petit peu, malgré que ce soit ma première année. Donc voilà, ça m'a donné aussi confiance pour la suite de la saison et essayer de montrer des choses. Ok. Et du coup, c'est quoi sur ces premières courses les grosses différences que tu vois entre une course amateur et une course pro? Ouais, une course amateur, c'était beaucoup plus débridé. Chez les amateurs, il n'y a pas des équipes qui contrôlent toute la journée avec un gros leader pour gagner. C'était beaucoup plus bim bam boum, des échappées. Il n'y a pas beaucoup d'équipes chez les amateurs, ou en tout cas, je n'ai pas trop le souvenir, à part en classe 2 et sur les classes de U23 aussi, ouais, où il y a des équipes de plus en plus maintenant aussi, il faut le dire. Ouais, peut-être maintenant aussi. Ouais. Mais il y a
chez les pros, il y a souvent une ou deux équipes qui mettent des coureurs à rouler derrière une échappée, et ils gèrent, et l'échappée va pas souvent au bout en général. C'est contrôlé. Chez les amateurs, c'est vraiment différent. En tout cas, les années que j'ai vécues chez les amateurs, c'était beaucoup plus débridé. C'était des courses décousues où il y avait plusieurs échappées qui partaient, après ça pouvait rentrer, repartir, rentrer, repartir, jusque pendant toute la course. Et il y avait moins d'équipes qui se mettaient en tête de peloton comme ça pour rouler. Ouais. Et sur ces premières courses pro, le fait d'appartenir à entre guillemets une petite équipe, troisième division, est-ce que tu le ressens dans le peloton, notamment quand on voit les frotter devant? Oui, alors ça, c'est les codes du cyclisme actuel, c'est qu'en général, les World Tours se placent devant. Donc, premier niveau, quand ça roule en paquet, les deuxièmes divisions se placent après et les continentales tout derrière. Et ça, c'est des codes qui sont difficiles à changer. Et malheureusement, après, quand la course vient et quand il faut être placé à un point défini, là, il n'y a plus vraiment de un par un, c'est le peloton se remet en boule et on frotte et on essaie d'aller se faire la meilleure place. Ok. Et pour revenir sur l'entraînement, comment tu gères les périodes de transition entre les courses chez les pros, sachant que tu passes d'un format où tu es amateur, tu cours tous les week-ends, à un format où tu es pro et t'enchaînes des gros blocs de courses avec des courses par étapes plus longues que chez les amateurs. Et par contre, des fois, des périodes où tu cours pas pendant 2-3 semaines. Comment tu gères ça, l'entraînement? Ça, c'était pareil, c'était vraiment nouveau pour moi. Même si à Nantes, aussi Nantes Atlantique l'année dernière, je pense que j'ai eu quelques périodes comme ça, mais pas trop. J'avais souvent des courses d'un jour, souvent les week-ends. Oui. Et on verra que ça va plus, format Coupe de France. On verra que ça a plus changé cette année à Groupama BDJ, mais ouais, j'avais quelques périodes sans course, mais pas non plus trop. Mais c'est pareil, c'était à gérer, il fallait que je le gère au mieux, mais c'était pas tout le temps facile. C'était la découverte, c'était quelque chose que je connaissais pas et ouais, grâce à Fabien, on a su bien gérer ça et je pense que ça a été plutôt bien géré sur l'année dernière. Ok. Et justement, tu le dis, après passer ces premières courses où tu as des courses par étapes, tu retrouves un peu les schémas courses amateurs avec les Coupes de France qui s'enchaînent. Donc des courses souvent en circuit, des scénarios un peu plus débridés, qui ressemblent un peu plus aux courses amateurs. Et d'ailleurs, voilà, ça manque pas, tu performes sur ces épreuves. Je me souviens à Cholet où tu passes pas loin d'un bel exploit dans le final. Tu sors, tu te fais rejoindre par un certain Paul Lapéra qui te l'a fait un peu en roublard, te dépose, va gagner, tu te fais reprendre, mais tu te montres, et puis tu fais aussi 9e à Vitré sur la route à Delhi. Ouais, ce format Coupe de France commençait à me plaire, j'arrivais à performer, ça ressemblait quand même pas aux courses amateurs parce que il y avait quand même des échappées qui étaient contrôlées, mais ça relançait la course souvent loin de l'arrivée quand même. Ouais. On rentrait sur l'échappée assez loin de l'arrivée, et ensuite ça donnait lieu à une nouvelle bataille. Et ça me plaisait bien, voilà, le cyclisme, c'est aussi essayer de trouver la bonne opportunité au bon moment, être au bon endroit au bon moment, sauter dans la bonne roue, ou tenter sa chance au bon moment. Et ouais, c'est ce qui m'a permis peut-être sur ces courses-là de faire un résultat. Ok. Et du coup, avec ces quelques petites places, là, est-ce que ton rôle évolue au sein de l'équipe en cours de saison? Oh oui, je pense que j'ai souvent eu le rôle de leader sur les courses escarpées à Nantes, et j'avais mes équipiers qui étaient à fond derrière moi, merci à eux d'ailleurs, qui m'ont soutenu toute l'année, parce que ouais, ça c'est pareil, je vais faire une petite précision là-dessus, mais les coéquipiers qui m'ont aidé à Nantes à l'époque, quand on est en continental, le travail d'équipier, je dirais, n'est pas rémunéré comme le travail d'équipier en World Tour. Mais malgré tout, ces coéquipiers-là, ils se sont sacrifiés pour moi à l'époque. Ils ont sûrement envie de passer au niveau supérieur aussi. Malgré tout, ils se sacrifiaient pour moi et ça, c'est hyper louable et je les remercie beaucoup pour ça parce qu'ils mettaient leurs ambitions de passer pro de côté pour m'aider. Et s'ils ne l'avaient pas fait, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de faire ces résultats. Donc sur les courses où ils se sont mis à mon service, ouais, merci à eux. Et j'avais à cœur d'essayer de leur rendre quand c'était des étapes de sprint ou quoi et que c'était pour leur domaine à eux. Ok. À Nantes, tu cours qu'en France. C'est une équipe qui court qu'en France, donc finalement la transition avec le monde amateur se fait en douceur. Et au final, tu retournes même sur des épreuves classe 2, donc des épreuves d'un échelon inférieur à ce que tu peux faire par exemple au niveau Coupe de France. Oui. Des courses qui sont ouvertes aussi aux équipes amateurs. Tu as pu en faire avec Etup ou Wagner. Tu fais par exemple le Tour d'Alsace, où paradoxalement d'ailleurs tu performes pas forcément plus que quand tu étais coureur amateur. Oui. Tu finis 5e en haut de la planche des belles filles et 9e du général
c'est des performances que tu avais déjà fait chez les amateurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais, peut-être je me suis pas amélioré au fur et à mesure des années, mais non, ouais, je pense que j'étais plus fort. Peut-être le niveau de la course était plus fort aussi. Ouais. Peut-être que ces jours-là, durant ces moments-là, j'ai pas pris les bonnes décisions. Et, ouais, faire un résultat sur une course, c'est clair que ça dépend pas que de la forme physique. Ça dépend aussi de prendre les bonnes décisions au bon moment, de faire les bons choix pour se donner l'opportunité de faire un bon résultat. Au Grand Prix de Plouay, autre épreuve classe 2, tu t'offres le luxe de revivre un doublé un an après Paris 3 avec Gwen Leclinch, là cette fois-ci avec Pierre-Henri Basset. C'est quand même assez rare pour être signalé dans une carrière de pouvoir faire 2 doublés avec des coéquipiers, donc un autre moment inoubliable, j'imagine. Ouais. Alors je dirais juste que je me suis pas offert tout seul. Tu as dit je m'offre, que je me suis offert. Je me suis offert, oui, mais aussi grâce à mes collègues. Je suis pas tout seul à faire cet exploit. Et ouais, sur ce Grand Prix de Plouay, ouais, j'ai vécu pour la deuxième fois, j'ai vécu l'arrivée avec un coéquipier. J'ai laissé gagner 2 fois parce qu'il méritait plus que moi de gagner sur ces courses-là. Ouais, Pierre-Henri, par exemple, à Plouay était sorti plus tôt. Moi, je m'étais laissé porter derrière par deux gars d'autres équipes qui roulaient et j'ai réussi à sortir de ce groupe pour rejoindre Pierre-Henri. Et tout de suite, quand je suis arrivé, je lui ai dit, ben, Pierre-Henri, t'es là, ça fait un tour que t'es devant, c'est toi qui gagne. Mais c'est des super émotions de vivre des arrivées comme ça où on arrive main dans la main avec un coéquipier parce qu'on ressent l'émotion aussi pour l'équipe, qu'on fait un beau cadeau à l'équipe et même si c'était en classe 2 pour Nantes, je crois que le Grand Prix de Plouay c'était sponsorisé par CIC. Il y avait les patrons du CIC qui étaient là et ils étaient super heureux de cette performance. Le fait que tu finisses à chaque fois deuxième derrière ton coéquipier et que tu laisses entre guillemets la gagne à ton coéquipier, est-ce qu'il faut voir une simple coïncidence ou un signe d'un coureur dévoué toujours pour le collectif, que ce soit depuis tes années amateurs à encore maintenant à la FDJ? Je sais pas si je suis le plus à même à répondre à cette question parce que je veux pas me vanter ou quoi que ce soit. J'ai toujours aimé faire plaisir, toujours aimé voir des collègues gagner, ça c'est clair. Mais je les ai aussi laissés gagner parce qu'ils méritaient probablement plus que moi sur ces fois-là. Et aussi parce que je savais qu'avec ces deux moustiques-là, en arrivée à 2 au sprint, si on se jouait la victoire, j'aurais perdu. Ouais. Mais c'était pas pour moi, c'est pas concevable d'être tous les deux dans la même équipe et de se faire un sprint à une arrivée, surtout à ce niveau-là, amateur, classe 2. C'était bien plus beau et je garde de bien meilleurs souvenirs en n'ayant pas gagné, mais en arrivant main dans la main avec mon collègue. Ça, c'est clair. En tout cas, cette belle première saison chez les pros, sans forcément de coups d'éclat, mais avec une très belle régularité tout au long de l'année. Tape dans l'œil d'une équipe World Tour, la Groupama FDJ. Raconte-nous un peu comment ça se passe, les premiers contacts avec cette équipe, quand ça apparaît dans la saison. Ouais, alors je crois que ça a commencé au mois de juin. J'ai été d'abord approché par l'équipe qui s'appelle maintenant Unibet Tekema Rockets, qui lançait sa Conti Pro à l'époque. Oui. Qui avait première année Conti Pro. J'avais longtemps hésité et ça c'était une équipe hollandaise à l'époque et pas française. Tout à fait. Et donc j'ai réussi grâce à ce premier échange avec Unibet à refaire un peu avancer des échanges avec Groupama, à mettre la pression, mais voilà, ça m'a permis et je crois que j'ai signé au fin du mois de juin, au milieu du mois de juin. Ouais. Et ça m'a libéré aussi pour la fin de saison. Je savais que j'avais une place ensuite dans le World Tour. Et ouais, les étapes se sont vite enchaînées. Je me suis pas éternisé. Une fois que j'ai fini mes études, j'ai eu l'impression que tout s'est déroulé correctement. J'ai fait une grosse année chez les amateurs, une belle année en Conti, et après ça m'a permis d'aller en World Tour. Ouais. Et aujourd'hui, ça me prouve que j'avais fait les bons choix à l'époque. J'ai pas voulu mettre mes études en pause. J'ai décidé de les finir. Je suis super fier et heureux d'avoir réussi ça, c'est-à-dire d'être diplômé et aussi d'avoir réussi à passer pro en World Tour. Si je n'avais pas réussi, peut-être que je m'en serais voulu d'avoir fini mes études et de ne pas les avoir mis en pause. Mais ma vision des choses à l'époque fait que c'était inconcevable d'arrêter mes études. Et je pense que de prendre ces étapes les unes après les autres et de faire mon parcours comme j'en avais envie m'ont prouvé que c'était les bons choix et que ça m'a mené où je suis aujourd'hui. Passer pro en World Tour, passer au World Tour dès ta première année pro en Conti, j'imagine que tu t'y attendais pas forcément en entamant ta saison. C'est une belle surprise, fruit d'un beau travail. Alors, oui, c'est clair. Je m'y attendais pas. Maintenant, je savais qu'il fallait pas que je m'éternise en Conti. Okay. J'avais déjà 24 ans ou 25 à l'époque. 24 ans. J'avais 24 ans et je savais que
le modèle cycliste aujourd'hui, c'est difficile de prendre des coureurs à 24 ans. Et je savais qu'il fallait tout de suite essayer de faire une belle saison en continentale pour signer tout de suite dans une autre équipe et pas refaire une deuxième année. Parce que sinon je savais que ça pourrait être compliqué. D'être catalogué un peu comme un coureur Conti et finalement de rester à ce niveau-là et de... Même si il y a Joalan prouve aujourd'hui que c'est aussi possible. Il a fait 4 ans au CDC Nord-Atlantique et aujourd'hui il va à Cofidis, mais j'avais pas envie de m'éterniser, j'avais envie d'essayer de mettre tous les moyens de mon côté pour tout de suite trouver une autre équipe. Mais disons que à l'époque c'est mes performances, mais c'est aussi le statut de l'équipe Groupama FDJ à ce moment-là qui me fait une proposition. J'ai eu la chance qu'il me fasse une proposition parce que à part Unibet et Groupama FDJ, je peux le dire, j'avais aucun autre contrat. Donc je suis super heureux que Groupama FDJ m'ait fait une proposition à ce moment-là. Tu passes donc dans une autre dimension, tu rejoins l'élite du cyclisme, le World Tour. Là, c'est vraiment un autre monde, j'imagine. Ouais, c'est clair. Je disais tout à l'heure, mais dans le fait de franchir des caps, je suis arrivé au dernier niveau. C'est peut-être pas le dernier niveau parce que en World Tour il y a plusieurs équipes et il y a plusieurs niveaux d'équipes, mais c'est quand même le plus haut niveau pour une équipe au cyclisme international. Donc ça a été une nouvelle aventure et je dirais que ça a été le plus gros changement que j'ai pu vivre. Mes années amateurs, comme j'ai dit, il y avait du changement, mais c'était crescendo. Et l'année en continental, elle a un peu changé, mais pas non plus énormément. Alors que là, j'ai rejoint une équipe avec 30 coureurs, un staff surdimensionné, une équipe pour le tour, quoi. Et tout de suite, j'ai été baigné dans le bain. Là, par contre, je suis à la Calpe d'hiver, dès décembre au soleil. En parlant de staff, justement, tu changes encore d'entraîneur. Donc, forcément, tu es plus suivi par Fabien Rabot, qui était l'entraîneur de Nantes, qui passe d'ailleurs à Arkea cette année-là. C'est un entraîneur de la Groupama FDJ qui te reprend, David Han. Oui. Est-ce qu'il y a une vraie rupture dans la manière de t'entraîner sur cette saison hivernale, pré-saison hivernale, ou c'est dans la continuité? Non, il y a eu quand même une rupture. C'est des entraîneurs pour moi qui sont différents. Aujourd'hui, je pense qu'on a, dans le cyclisme, il y a des entraîneurs qui sont plus orientés scientifiques, avec tout le temps des exos, à chercher tout le temps des exos et être plus directif dans la façon d'imposer les séries. Par exemple, je me souviens avec Fabien, les temps de récup entre différentes séries et tout étaient vraiment short où j'avais pas trop le choix de faire le temps que je voulais. Tout était bien défini. Et avec David aujourd'hui, c'est un peu plus libre. Je dirais que sur le long terme, je pense que c'est quelque chose qui est plus facile pour un coureur qui a une longue carrière d'avoir peut-être un poil plus de liberté et d'être un peu moins dans la contrainte. Malgré tout, avec Fabien, c'est sûr que cette année-là, j'étais prêt à faire tous les sacrifices et du coup, ça a marché. Mais c'est vrai que sur le long terme, je pense que je lui avais pas trop reproché cette année-là, mais je pense que il aurait fallu qu'on évolue un peu ensemble et que lui aussi, il soit peut-être me laisse un peu plus de liberté pour que ça fonctionne encore beaucoup d'années. Et là, avec David Han, maintenant, il y a aussi la science, mais il y a plus de compréhension, il y a plus d'écoute du coureur, j'ai l'impression, et ça me convient mieux. Mais voilà, il y a des entraîneurs, il y a des entraîneurs avec qui on s'entend très bien, d'autres moins et tout. Je dirais que je me suis très bien entendu avec les deux, mais j'aime beaucoup le côté un peu plus de liberté de David, tout en étant dans la performance. Du coup, tu l'as un peu évoqué, mais comment se passe l'intersaison? Beaucoup plus de rassemblements et de stages, on imagine. Et puis surtout, tu découvres un peu le paradis des cyclistes l'hiver avec ces fameux stages à Calpe dans le sud de l'Espagne. Ouais, tout à fait. J'ai découvert ça. C'était un gros changement, ça, parce qu'on était déjà 15 jours en stage, ou 12 jours au mois de décembre, avant Noël. Et avant ça, j'avais passé quelques jours à Besançon avec l'équipe pour faire les entretiens. Et ça aussi, c'était déjà grandiose d'arriver aux entretiens, de recevoir le vélo, tout ça. C'était hyper intéressant. Et juste, je refais un parallèle sur l'entraînement. C'est sûr que la différence aussi, c'est que Fabien, il m'a entraîné, je crois que j'avais 46 jours de course. Cette année, j'en ai 70. Donc l'entraînement, il a rien à voir. Il est adapté aussi à ça. Et je dis que j'ai peut-être plus de liberté, mais j'ai peut-être le droit à plus de liberté aussi parce que mon calendrier est beaucoup plus fourni, que je fais beaucoup plus de stages, des courses d'une semaine, donc ça me permet d'avoir des jours de repos un peu plus derrière. Alors que l'année dernière, j'ai pas fait plus que 4 jours en général. Et du coup, c'est pour ça peut-être que j'avais moins de jours de repos, que j'avais moins de ça. Donc voilà, l'entraîneur aussi, il s'adapte en fonction du calendrier. Les courses te permettaient pas assez de progresser l'année dernière, et au final, tu peux te servir d'une course par étape au World Tour ou d'un Tour d'Espagne, on va y revenir
se faire un entraînement plus, quoi. Tout à fait, c'est clair. Ok. Et du coup, changement d'équipe, comme tu l'as dit, changement de matériel. Ouais. On passe encore un cap. Bien plus de pactage, des vélos plus performants, on peut le dire. Ça doit changer aussi la vie. Toi qui as galéré dans des équipes amateurs, on n'a pas toujours le plus beau vélo, pas toujours la plus belle paire de roues. Ouais, c'est clair. Là, tu te retrouves dans un autre monde, quoi. Ouais, c'est clair que là où je suis actuellement, donc à la groupe AMDJ, en retour, tout est décuplé. Enfin, le pactage est énorme. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu Jérémy Roy, ancien coureur qui bosse maintenant dans l'équipe, je lui ai dit, mais je vais aller où avec tout ça? Il m'a donné les listes de tout ce qu'on avait. Je lui ai dit, mais, bon, je crois que j'ai cuissard hiver, je l'ai même pas pris. Je me suis dit, j'habite à Nice, je vais pas prendre le cuissard hiver. Ouais, notre pactage était démesuré pour moi. Et c'est sûr que je trouvais qu'on en avait beaucoup, mais on a quand même bien plus besoin que quand on est en continental à Nantes. Parce qu'on court beaucoup plus, on a besoin on remplit 2 sacs de pluie alors que Nantes on en avait qu'un, toutes ces choses-là, quoi. Grâce à ça, on peut vous faire gagner un maillot. Donc on peut dire merci à la FDJ pour le pactage. On peut dire merci à la FDJ pour le pactage fourni qui me permet de nous faire un maillot, c'est clair. Et du coup, avant de commencer ta saison là en World Tour avec la FDJ, est-ce que on imagine que l'équipe attend des choses de toi? Est-ce que tu as un rôle prédéfini? Est-ce qu'on te laisse le temps? Pareil, tu signes comme à Nantes sur 2 saisons. Au final, à Nantes, tu fais qu'une saison, mais tu signes là sur 2 saisons. Est-ce qu'on te donne un rôle sur ta première année? Est-ce que c'est de la découverte? Ouais, c'est de la découverte, mais le but c'était que je serve au maximum à mes leaders. Parce que oui, j'avais un rôle de leader dans l'équipe à Nantes, mais là, en arrivant au World Tour, j'avais aucun statut, j'avais rien fait. On repart à zéro et on doit faire nos preuves. Et mon but, voilà, c'était d'aider au mieux mes coéquipiers sur les grosses courses. Et peut-être si on retourne sur des Coupes de France, voir de quoi j'étais capable, mais même pas forcément. C'était vraiment dans un premier temps d'aider les leaders. D'ailleurs, ton intégration, comment elle se passe auprès de tes collègues quand on a 25 ans, quand on est assez déjà âgé dans le milieu, mais qu'on vient que d'une équipe continentale? J'imagine qu'il faut aussi faire ses preuves auprès de ses coéquipiers, auprès des leaders. Ouais, c'est clair. Il y a quand même le stage d'intégration et le stage à Calpe en décembre où on peut créer des liens avec les coureurs. Mais ça, c'est pareil, c'est pas facile parce qu'à Nantes, on était 10 coureurs, 11 peut-être, 11. Et là, au PDJ, en stage à Calpe, il y a 30 coureurs. Ouais. Donc, avant de parler à tout le monde. C'est pas évident. Et pour vous donner un exemple, il y a des coureurs cette année que j'ai vu au stage de pré-saison, mais pendant la saison, j'ai pas couru avec eux. Ouais. Je crois que, ou alors, je crois que Joan Jacobs, par exemple, j'ai couru avec lui la première course de la saison à la Classica de Almeria en Espagne, et je l'ai revu que fin de saison avec l'équipe là aux entretiens à Besançon en octobre. Okay. Stéphane Koum, je l'avais pas vu avant la Vuelta. Ouais. J'avais pas couru avec lui. C'est quel coureur avec lequel t'as le plus couru toi cette année? Je pense que c'est Brian Roland ou Rudy Mollard. On a beaucoup couru ensemble. Okay. Et du coup, ton début de saison cette année, il est assez international, donc ça te change de tes années d'avant. Tu pars enfin courir à l'étranger, comme tu as dit, tu commences à la Classica d'Almeria, et ensuite tu pars vite à Oman, faire la Muscat Classique, et t'enchaînes 2 jours après avec le Tour d'Oman. Tu vis là-bas ta première victoire en tant que coéquipier avec David Gaudu qui s'impose sur une belle arrivée au sommet devant des beaux noms, il me semble. Sacré moment, j'imagine, pour démarrer ton année à la FDJ. Je pense qu'il y a devant Yates. C'est ça. Ouais, sacré moment parce que je me souviens avoir direct après la ligne, j'étais allé voir David et j'avais eu un moment de partage incroyable avec lui et je me nourris de ça. Oui, j'aime gagner, j'ai aimé gagner à l'époque, j'ai une joie, mais j'ai aussi beaucoup de joie quand je participe à la victoire de mon leader ou de mon coéquipier. Et là, on a laissé exploser notre joie à l'arrivée. C'était un bon moyen de commencer la saison et de se mettre dedans. Et finalement, j'ai envie de dire, tu fais rapidement tes preuves. L'équipe décide de te lancer assez tôt en World Tour à l'occasion du Tour de Catalogne. Est-ce que tu vois une vraie différence de niveau par rapport aux autres épreuves de là être au niveau course World Tour, Tour de Catalogne pour une semaine de référence? Ouais, j'ai vu une différence. Le tempo était bien plus élevé sur la journée, le tempo de base. Quand ça roule derrière l'échappée. Et oui, et ensuite sur les arrivées, surtout, sur les montées, tout ça, il y a des champions à chaque fois. Donc, là, tu te retrouves avec des gars, Roglic, il me semble, sur le Catalogne.
peut-être des Almeida, enfin des gars vraiment C'est solides. qui a Quoi. gagné. Le Catalan, je pense que c'est Roglic qui a gagné. Mais gros niveau, franchement gros niveau. Donc c'est la différence, c'est clair. Et après, ouais, c'était ma première course d'une semaine et en World Tour. Voilà, j'ai essayé. Ouais, ma carrière, ça a été. J'ai l'impression que j'essaye de passer les caps. J'étais chez les amateurs, j'ai fait une belle saison. Je suis passé en Conti, j'ai fait une belle saison, oui, mais j'ai franchi le palier. Et maintenant, je suis en World Tour et j'essaye de franchir le palier des courses World Tour pour essayer d'exister sur ces courses-là. Et au niveau des watts, tu vois des vraies différences là sur des courses comme le Tour de Catalogne, sur des arrivées au sommet, si tu essaies de t'accrocher. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Tu bats des records puissance en étant dans les roues finalement. Ouais, alors je bats des records de puissance et surtout je termine 30e, 32e. Ouais. Je crois qu'il est monté sèche au Catalogne, j'étais au pied en bas et je termine 32e en ayant fait un record quasi 18 ou 20 minutes. Okay, ouais, combien de watts pour être là? Je sais plus, ouais, peut-être vers 350. Ouais, peut-être un peu moins, Combien 50 kilos tout mouillé, 55 53, kilos. 55 kilos. Ouais, aujourd'hui je suis 55 kilos, j'ai pris un peu de masse. Mais ouais, en tout cas, c'est ça, le niveau au retour est impressionnant. C'est que les niveaux en montée et sur les arrivées au sommet, c'est monstrueux. Alors, on peut revenir rapidement, là, ça me fait penser sur ton poids, là, tu nous dis 55 kilos, tu nous as dit que tu commençais en junior à 49, chez les amateurs, tu devais tourner autour de 52, 53. Est-ce que le fait d'être un gabarit plutôt frêle, tu l'as ressenti en World Tour? Est-ce que tu t'es fait un peu passer à tabac sur le plat, ou le fait d'avoir pris quand même 6 kilos, d'avoir fait de la muscu, ça t'a vraiment fait gagner et tu ressens un vrai bénéfice sur les courses? Oui, c'est clair. Même si mon gabarit n'est pas encore le tip top pour le plat, mais là où j'ai franchi un cap, j'ai pris du poids un peu chaque année. Je me suis étoffé en tant que coureur, et donc ça m'a permis d'être plus performant sur le plat. Ma maturité était tardive, donc je pense que je me suis étoffé pas que forcément grâce à l'entraînement et aux courses, c'est vraiment juste moi, mon corps qui a évolué. Et je me suis fait passer à tabac. Sur certaines étapes, parfois, c'est dur. Sur certaines étapes, quand ça roule vraiment vite, c'est pas facile. Mais voilà, après, c'est essayer de trouver les ressources, bien se cacher dans les roues. Mais je pense quand même qu'avec mon gabarit, peut-être je m'attendais à plus subir que ce que je subis réellement. J'arrive à bien me cacher et je pense que ça va. Mais c'est sûr que je suis incapable d'être un coureur comme de toute façon j'ai pas son niveau, mais un mec comme Dylan Van Baarle qui roule pendant 10 ans en tête de peloton, Stéphane Koum, je suis incapable de rouler à leur vitesse et le temps qu'ils ont. Je suis déjà moins fort physiquement et mon gabarit me permet pas de faire ça. Et t'adaptes un peu ton braquet justement avec ton gabarit, ou tu utilises les mêmes dentures que les rouleurs? Je peux mettre pareil. Ça m'arrive de mettre 56, 44. Ah ouais. Des fois je mets 54, 40, le plus souvent dans l'année, mais parfois je mets 56, 44. Ok. Suivant la profil de l'étape. Ok. Et pour revenir sur ton poids, le fait d'avoir fait de la muscu, t'as vraiment ressenti les bénéfices ou pas au fil des années, notamment sur tes capacités à tenir les roues sur le plat et ne pas finalement te cramer sur le plat avant les bosses? Oui, je pense que ça a participé à ça, mais ça a participé aussi à développer d'autres filières comme peut-être l'explosivité. Je suis pas très explosif, j'ai essayé de le bosser à la muscu. Ouais, ça m'a permis à ça et ouais, rouler sur le plat ensuite, ouais, c'est la muscu, mais c'est aussi essayer d'être aéro sur le vélo, pour sauver le maximum d'énergie, c'est toutes ces choses-là. T'en fais régulièrement toi de la muscu ou? J'en ai fait pas mal les années amateurs, je crois, et je crois que j'en ai moins fait à Nantes l'an dernier, et là j'en ai refait un peu plus cette année. Ok, muscu en salle, muscu en salle ou préparation maison. Okay. Mais il faut comprendre aussi que c'était ma première saison en World Tour, et que je pouvais pas mettre la charrue avant les bœufs. J'avais des choix à faire. Je pouvais pas tout envoyer d'un coup. Je pouvais pas découvrir le nouveau calendrier, faire des courses de ouf, faire aussi la muscu, faire. Bien sûr. Je vais mettre ça en place au fur et à mesure des années. Ok. Pour revenir sur ta saison, donc tu sors d'un Tour de Catalogne plutôt positif. Je crois que tu finis 39e du général pour l'anecdote. T'enchaînes avec une autre course par étape World Tour en Espagne, très escarpé encore, le très dur Tour du Pays Basque. Avec des murs impitoyables. Tu finis encore 39e du général d'ailleurs. Est-ce que tu as le sentiment de passer un cap sur cette deuxième course World Tour après le Tour de Catalogne? Est-ce que tu sens que le Tour de Catalogne t'a vraiment fait passer un gap et que une fois que tu as récupéré, t'as encore plus la poignée? Je me souviens plus de combien c'était espacé. Je
pense que ça se suivait un peu. Ouais, moins de 2 semaines. Je sais pas si j'avais vraiment passé un cap pour le Pays Basque, je dirais que ça m'a servi pour plus tard, cet enchaînement des deux courses-là. Mais au Pays Basque, ouais, je me souviens plus trop ce que j'avais fait, mais pas grand-chose, parce qu'il y avait un niveau de ouf aussi. Ouais. Il y avait un niveau de ouf. Mais voilà, je me suis quand même fait plaisir, c'est une très belle course. Le Pays Basque, c'est une terre de vélo, pays de vélo, on y avait des supporters partout. C'est ferveur de dingue. Ferveur de dingue. Ah, c'est clair. Tu reviens sur un calendrier français et un calendrier franc-comtois, ce qui te tient à cœur, j'imagine. Voilà, tu as fait beaucoup d'équipes franc-comtoises, on a pu l'expliquer, même si tu viens du sud-ouest. Ouais. À l'occasion du triptyque franc-comtois en avril, Ouais. Classing Grand Besançon, Tour du Jura, Tour du Doubs. Ouais. Encore un très beau week-end pour toi. Guillaume Martin qui gagne les 2 premières épreuves. Tu termines 8e à Besançon, 4e au Tour du Doubs, avec un Guillaume Martin qui te rend un peu l'appareil justement après que tu aies bossé les 2 premiers jours. Un beau moment de ta saison. Ouais, un super moment de ma saison, et je pense que le fait d'avoir enchaîné Catalogne, Pays Basque et de revenir en Coupe de France, ça m'avait apporté la poignée pour être fort. Maintenant, ouais, pour clarifier quand même un peu, il faut pas croire non plus que quand on est Coupe de France, oui, c'est un niveau inférieur au World Tour, c'est clair, mais il faut pas se dire que c'est facile. C'est jamais facile une course de vélo, gagner une course de vélo, c'est jamais facile. Il faut prendre aucune course à la légère parce que le niveau il est quand même très très bon. Et ouais, mais ça a été un très beau week-end, le triptyque franc-comtois. Je l'adore, je l'avais fait l'année d'avant à Nantes. Il m'avait un peu souri, je crois que j'avais dû faire 8 autour du Doubs le dernier jour. Mais là, on le faisait dans l'autre sens, c'était arrivé, Il arrive en bas. ouais. Donc, voilà, mais j'ai pris beaucoup de plaisir sur ces courses-là à jouer aussi. Il y a Guillaume qui a gagné les 2 premières, mais sur ces courses-là, c'était peut-être la première fois de la saison où j'ai aussi pu jouer ma carte, entre guillemets. Je roulais pour Guillaume, mais je savais que je pouvais aussi décrocher une petite placette derrière, et c'était intéressant pour moi. Parce qu'ensuite, t'enchaînes avec la Mercantour classique, et pour la première fois, l'équipe te désigne réellement leader au départ de l'épreuve, avant même l'épreuve. Tu termines 8e. Comment t'as vécu ça? Est-ce que t'as justement eu peur de passer à côté du fait d'être leader? Est-ce que ça t'a galvanisé? Comment tu l'as vécu? Ouais, c'était la première fois que je faisais Mercantour. L'année d'avant, je l'avais pas faite à cause d'une petite chute à l'entraînement. Et alors, c'était de la pression. Je crois que j'étais co-leader avec Brio Roland, si je me souviens bien. Okay. Et un petit peu de pression quand même, parce que, ouais, de nouveau leader, mais à Nantes, j'avais l'impression que c'était peut-être légitime sur certaines compétitions. Et là, c'était différent, parce que l'équipe, il y a plus de coureurs qui peuvent peut-être nous titiller sur ces résultats-là. Et un petit peu de pression, mais ouais, j'avais aussi peur parce que c'est la première fois en course que je faisais des cols vraiment longs. Ouais. Un enchaînement de 3 cols assez longs. Moi, je l'ai pas trop fait, un peu au Catalogne, mais c'était pas si long. Enfin, il y avait une dernière montée à la Molina qui était très longue, je crois, mais le reste c'était pas si long. J'avais un peu peur de craquer parce que c'est pas, malgré mon gabarit, les gens peuvent dire que je suis grimpeur, mais je me définirais pas trop comme ça pour l'instant. Je pense que je suis entre le puncher et le grimpeur. Donc ouais, mais j'étais aussi content de cette course-là. Ça a continué un bon bloc pour moi. Ok. Puis tu participes à une des plus belles courses du calendrier, course de préparation pour le Tour de France. Tout le monde est à bloc, tout le monde sort de stage, le Critérium du Dauphiné. Et pour la première fois, tu rencontres l'ogre slovène. Tu cours pour la première fois avec Pogačar. Ouais, quel niveau au Dauphiné, quel niveau, ça c'était encore un cap à passer. Le Dauphiné, c'est une World Tour, mais c'était plus dur que le Catalogne, plus dur que le Pays Basque. Parce que il y a aussi des coureurs qui viennent essayer de choper leur sélection dans certaines équipes pour le Tour. Donc le niveau est dingue, les équipiers ils sont à un niveau de ouf et le tempo est aberrant. On voit quand même que t'as peur de rien, parce que je me souviens, moi je regarde les premières étapes, des étapes pas très dures, je me souviens d'une arrivée à Montluçon, où dans le final, t'hésites pas à aller jouer les coudes avec les super teams pour replacer tes leaders, et à les frotter dans les tout derniers kilomètres en tête de peloton, à aller mettre des coups d'épaule au Visma, au UAE. T'as peur de rien et tu te fais ta place, quoi. Ouais, j'essaye en tout cas, j'essaye de pas me rabaisser et surtout, ouais, malgré mon gabarit, j'essaie d'être utile un peu dans les domaines où peut-être on s'attend pas à ce que je serve. Voilà, il faut trouver le juste milieu entre sentir qu'on est utile et pas vouloir trop en faire. Parce que des fois, à vouloir être trop utile, je dirais qu'on peut desservir l'équipe. Il y a des fois, quand le sprint se met en marche et tout, on a plus besoin d'un petit gabarit, il faut laisser sa place. Des fois, trop de volonté, c'est pas bon. Mais voilà, j'essaie de faire le max que je peux et d'aider mes collègues dans tous les moments.
Ouais, et c'est clair que j'essaie de pas avoir peur des équipes ou des Pogacar ou faut respecter, mais on est tous sur un vélo et on doit tous faire sa place. Ok. Donc suite du Dauphiné bien plus montagneuse, hein, comme à son habitude. Ouais. Tu fais notamment une échappée, il me semble, dans la belle étape qui passe par le col de la Madeleine. Ouais. Tu bats ton record 1 heure dedans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça roule à fond. Ça roule à fond. Et là, est-ce que tu commences à te dire que, ouais, même si t'étais pas catégorisé comme un pur grimpeur avant, tu découvres quand même des qualités en montagne sur des efforts plus longs? Oui. Ou c'est encore un peu compliqué? Ça, c'est le cas, mais ça reste du one shot quand même. Ça reste du one shot. J'avais réussi ce jour-là. J'avais vraiment envie. J'avais raté les échappées les jours d'avant. Et j'avais à cœur de la prendre celle-là et je m'étais pas laissé le choix de la prendre. Et surtout, je voulais être avec, la mission de l'équipe ce jour-là, pour moi, c'était d'être avec Guillaume au pied du col final. Okay. Et pour moi, la meilleure solution d'y être, c'était de prendre l'échappée. Parce que quand ça m'a mis en route dans le deuxième, si j'avais été peloton, j'aurais pété. Et là, je me suis donné l'opportunité en allant l'échappée de basculer le deuxième, la croix de fer, en haut avec Guillaume pour l'accompagner jusqu'au pied du dernier. Okay. Et ça avait bien marché. T'as un beau moment aussi sur ce Dauphiné, c'était la dernière course, oui, pas dans ton équipe, mais très grand coureur français, Romain Bardet. Et il me semble qu'il y a une étape où t'as l'occasion de faire le dernier col avec lui et de franchir la ligne avec lui pour la dernière étape, non? Non, cette même étape, l'avant-dernière, le samedi, quand j'étais échappé, on était échappé ensemble. Okay. Lui, il était ressorti, il avait fait un numéro tout seul, et il a été repris au pied de l'ascension finale, ou vers le début. Et après, je l'avais rejoint, moi, et je m'étais dit, peut-être, quand je suis revenu sur Romain Bardet, je me suis dit, mais ouais, en fait, maintenant, on va finir ensemble, parce que moi, j'avais vu un bon moment aussi, ça a été un cours que j'ai suivi dans mes jeunes années, et je n'allais pas le dépasser, essayer de rouler, et finir 500 mètres devant lui, rouler à fond, ça servait à rien. On a fini sur un bon tempo tous les deux, et c'était un trop bon moment. Il y a eu plein de allez Romain dans la montée, 0 allez Clément, c'était normal, c'était dirigé sur Romain à ce moment-là, et surtout avec la carrière qu'il a eue. Moi, je suis inconnu du grand public pour le moment, donc c'est normal. Mais franchement, Romain, il a été énormément acclamé dans cette montée de jour-là. Ok, et du coup en juillet, tu participes pas à la grande fête du vélo, le Tour de France, c'était pas ton programme. Non. À la place, l'équipe t'envoie en stage en altitude à Tignes. Tu vas y faire 3 semaines, avec déjà l'idée de participer au Tour d'Espagne à cheval sur fin août, début septembre. En tout cas, c'est dans tes plans. Raconte-nous un peu un stage en altitude de l'intérieur en World Tour. Alors, en stage en altitude, c'est partir de chez soi et être en altitude. Donc, on était à Tignes, à 2000 mètres, je pense, à peu près, 2100, pendant 3 semaines. L'approche de l'altitude est hyper importante. On coupe bien, on refait stock, on commence à se réentraîner parce que j'avais fait une coupure après le championnat de France début juillet. Et ensuite, on était en altitude. Il y a une phase d'acclimatation à l'altitude où les entraînements sont pas trop durs au début. On laisse le temps au corps de s'adapter. Et ensuite, on met en route pour toute la période. Et ouais, en altitude, faut se rendre compte que les entraînements, ils sont pas si durs parce que l'exposition déjà à l'altitude, elle est dure. Des fois, on descend dans la vallée pour faire les exos à moindre altitude. Des fois, on les fait en haute altitude. Ça dépend des séances. Mais j'ai pas perçu ce stage comme extrêmement difficile. Il y avait des séances très dures, mais ça a pas été trop dur. Le but, c'était faire des exos, mais pas de se défoncer en altitude parce que sinon on peut le payer dur. Ok. Et du coup, en descendant d'altitude, une partie de l'équipe qui était en haut participe au Tour de l'Ain, course de 3 jours. Les sensations, je crois, sont pas folles à ce moment-là. Il y a quand même une belle première étape avec une belle victoire collective de Tom Dannenwirt. Ouais. Mais physiquement, vous êtes pas forcément dans le match. D'ailleurs, cette première étape, vous êtes pas en tête en haut de la montée. Vous redescendez, vous revenez au prix d'une belle descente et après vous faites un beau coup tactique. Mais au niveau du physique, t'es pas fou. Tu bâches même le dernier jour. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, t'as des craintes ou c'est normal que ça aille moins bien après un stage? Comment tu réagis, toi, qui découvre l'altitude? Ça n'a pas été facile à appréhender. L'altitude, donc, il y a eu des exos, il y avait des choses, pour revenir un peu sur l'entraînement, on a fait pas mal de séances RSH, qui consistent à faire des sprints, d'enchaîner beaucoup de sprints avec des courtes durées de récupération à haute altitude. Et on a fait pas mal, ça c'est dur comme ça. Mais ça reste court et c'est pas trop énergivore. On a fait pas mal de séances comme ça. Et ensuite,
pour se rendre compte du suivi dans une équipe World Tour. Nous, en altitude, on fait contrôle de poids, de masse grasse, on contrôle ce qu'on mange, on a plus de glycémie pour voir si notre organisme fonctionne correctement et qu'on n'est pas en déficit, au niveau de l'alimentation et des stocks. Donc voilà, il y a tout ça. On dort aussi avec un saturomètre, saturation en oxygène. Des fois, on contrôle même l'urine, on réveille pour l'hydratation. Des fois, on contrôle l'urine pour l'hydratation. Voilà, tout ça, ça participe. Il n'y a rien de révolutionnaire parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent comme ça, mais ça permet de suivre le coureur et d'adapter. C'est la clé aussi en altitude, c'est d'adapter au jour le jour en fonction de la nuit, des sensations et de tous ces paramètres-là pour le coureur. Okay. Et en effet, ouais, autour de là, donc ça a été compliqué. Ouais. Aujourd'hui, j'explique peut-être ça parce que j'avais peut-être mal géré la période pré-altitude. C'est pas le stage en altitude qui a été problématique, c'est que j'avais peut-être mal géré la période pré-altitude et que j'étais arrivé en altitude avec un faible stock niveau recharge glucidique et que j'avais traîné un peu ça en début de stage et que j'avais du mal à remettre la barre au bon endroit. Et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai eu une période un peu en trou autour de l'Inde. Mais ça peut être aussi après une période d'altitude, 10 jours après en général, on peut avoir un coup de moins bien avant d'avoir un rebond. Ça peut être très individuel aussi et c'est ton premier stage, donc finalement aussi ça va te servir pour les prochains. Voilà, c'était mon premier, on a pris des notes, on a remarqué ce qui se passait chez moi et ça va nous permettre d'adapter pour les prochains, c'est sûr. Et donc voilà, ensuite ouais, j'espérais, ça a été pas possible parce que ma première bâche chez les professionnels, j'avais pas bâché à Nantes, et là c'était ma première bâche. Chez les amateurs, j'ai bâché très peu aussi. Je bâchais pas beaucoup chez les amateurs non plus. Donc difficile, enfin je m'en foutais, c'est un collègue qui m'a raconté ça, mais ça m'a marqué quand même. Et ensuite, j'espérais avoir le rebond pour la Vuelta. Mais sur cette période post-Tour de l'Ain, le but a été de beaucoup m'écouter, de se ressentir la fatigue et d'adapter vraiment l'entraînement, refaire du jus, reprendre le temps de remettre en route avant la Vuelta. Donc du coup, tu arrives sur cette Vuelta, premier grand tour, quelques doutes parce que c'est un saut dans l'inconnu et puis du coup, il y a cette mauvaise expérience du Tour de l'Ain. Comment on aborde un grand tour quand on découvre ça? Est-ce qu'on a peur? Est-ce que c'est de l'excitation? Ouais, c'est les deux, je dirais. C'est les deux. Et on essaie de prendre au jour le jour, de pas penser qu'il y a 21 journées, parce que c'est long, mais même aujourd'hui, a posteriori, je me dis, mais quand j'ai fait une journée, là, déjà, des fois, je me dis, mais comment j'ai enchaîné 3 semaines? Mais on est dans le truc, on est hyper bien suivi par toute l'équipe, on est massé tous les soirs, on a les kinés, les ostéos, les assistants qui s'occupent de nous, les petits oignons, et on a juste à pédaler, à récupérer, à pédaler. Et ouais, on est dans un engrenage, et finalement, ouais, ça roule, ça roule. Le début de Vuelta qui part d'Italie d'ailleurs se passe très très bien. Magnifique victoire de David Gaudu devant Pedersen et Vingegaard. David Gaudu qui prend même le maillot rouge. Ouais. Super moment. Grosse émulation sur cette première semaine. Non? Ouais, c'était ma première Vuelta et vivre ça, c'était incroyable parce qu'il y a des coureurs qui peuvent faire plein de grands tours et ils ont jamais de maillot de leader dans l'équipe. Et moi je l'ai eu dès ma première Vuelta, donc ouais, merci David pour ça. C'est un bon moment. La Vuelta arrive en Espagne après quelques étapes et tu te distingues par la mauvaise manière, j'ai envie de dire, dans un premier temps, dans une étape où ça bagarre beaucoup, t'arrives à sortir dans un petit groupe d'échappés et là il y a un moment un peu dommage, t'essayes de prendre une musette et tu tombes. Ouais, je tombe, la musette touche ma cocotte et je tombe. Ouais, erreur de ma part, j'étais à fond, j'aurais pas dû prendre une musette à ce moment-là, et ouais, ça a causé ma chute. Heureusement, plus de peur que de mal. Ça a anéanti mes chances sur cette journée-là. De toute façon, quand on voit le vainqueur au final, les 4 premiers, les 3 premiers, j'aurais pas été chercher un gros résultat. Donc non, l'essentiel c'était de rien avoir cassé et de se projeter sur la suite. Ensuite, tu vas vraiment te distinguer pour les bonnes raisons cette fois-ci. Tu vas prendre 4 belles échappées sur cette fin de Vuelta, dont une qui va t'amener très loin sur la 16e étape, un gros groupe. Dans le final, tu arrives à t'isoler dans une montée raide avec Egan Bernal, Mikel Landa, excusez du nom. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Raconte-nous ce jour-là. Ouais, ce jour-là, c'était une des plus belles journées physiquement de ma carrière. J'avais fait tous les bons choix, tout s'était bien déroulé. On était ressorti dans un groupe premier 5 avec Brie aussi, Nico Dens. Et ensuite, dans une montée, je reste seul avec
Guillaume Bernal et Mikel Landa. Et ben, au final, je commence à sentir ma roue arrière dans une descente qui flotte un peu sous la pluie, je comprenais pas trop. Puis j'ai compris que ça commençait à se dégonfler, et puis en bas de la descente, je commence à monter, j'étais à plat. Je m'arrête, je me dis que là c'est en train de m'échapper, mais je m'affole pas parce que ça sert à rien de s'affoler dans ces moments-là. Il y a la motonette qui essaye de me changer la roue, la chaîne se coince, du coup la galère. Donc heureusement ma voiture arrive, je reprends un nouveau vélo, mais c'était fini. Brieux était passé en chasse, Mikel Landa il était derrière nous, il y a un virage, je l'ai vu passer, il était dépité pour moi, mais de toute façon il n'allait pas à m'attendre, il fallait y aller. Il est allé, il a essayé de rentrer sur eux. Moi, je vois passer d'autres coureurs et heureusement, j'arrive une fois mon vélo pris, je retourne dans un autre groupe pour jouer la 4e place. Et ouais, j'étais accroché, j'étais motivé pour essayer de faire un truc. Mais donc l'autre supercherie de cette étape, un peu, c'est qu'on apprend. Je sais plus à quel moment je l'apprends. Soit en même temps que je change de vélo ou juste après, que je vais jouer, que l'arrivée est dans 8 km, à plat en bas, au pied de la montée finale. Parce que la montée finale, il y avait des manifestations et on pouvait pas accéder. Et donc, on apprend ça et ouais, moi, j'étais trop motivé encore à aller faire un bon résultat et au final, je suis mis 5e. Voilà. Fier de ma journée, fier de la façon dont j'ai couru. La crevaison, on sait pas ce qui aurait pu se passer, mais ouais. En fait, pour moi, c'est pas négatif. Je retiens le positif de cette Volta, de ce que j'ai réussi à faire et je suis pas du tout aigri, enfin, j'ai pas du tout de regret par rapport à ça. Ouais. Après, ça va être un sacré sentiment, en tout cas, première année World Tour, de se retrouver avec deux magnifiques champions comme ça, en tête d'une course à la pédale. Ouais, c'est sacrée fierté, j'imagine, sur le vélo, même si t'es dans l'effort, tu dois quand même te dire, putain, je suis en train de faire un truc de ouf, quoi. Ouais, non, vraiment bon sentiment. Donc, cette Vuelta se termine finalement plutôt bien pour toi. Tu vas au bout des 21 étapes, tu te remontes un peu à l'avant. Quel enseignement tu tires de ce premier grand tour? Est-ce que tu finis extrêmement fatigué? Est-ce que ça va? Ouais, je finis fatigué quand même. Et pareil, s'écouter à la fin d'un grand tour, c'est un peu le maître mot, de savoir si le corps a récupéré, mais j'ai fini fatigué parce que mon corps m'envoyait aussi des petits signaux avec des petites douleurs par-ci, par-là. Et sur le moment, on s'en rend pas trop compte parce qu'on est dans l'engrenage, on donne tout et ça passe. Et la 3e semaine, c'est même plutôt bien déroulé pour moi, j'ai pas plié trop les ailes. Et par contre, ouais, après j'avais besoin de récupérer et à la fin de saison, ça a été, mais j'avais besoin de récupérer quand même. J'ai cru entendre que cette fin de Vuelta s'est terminée sur une note un peu plus festive avec une belle soirée pour terminer ce grand tour. On imagine que c'est des beaux moments de cohésion entre coureurs, entre staff. Ouais, alors c'est pas propre à l'équipe, hein. Toutes les équipes font ça en général, on a bien passé un bon moment et ouais, c'était un super moment. Ça permet de clore ce beau chapitre d'une course de 3 semaines et de démarrer la suite. Pour revenir un peu plus sur entraînement, récupération, gestion, est-ce que tu mets en place des choses différentes dans la récupération sur une course par étape de 3 semaines par rapport à une course par étape d'une semaine? Est-ce que l'équipe met en place des dispositifs différents? Oui, on a eu la chance d'avoir des bains froids cette année à l'arrivée des étapes. Ça faisait vraiment du bien en fonction de la chaleur aussi qu'il pouvait y avoir. Après, bien sûr, on est massé, on a les kinés aussi qui ont des outils spéciaux comme on a des machines, je sais plus comment ça marche, mais on a une Pécard, je crois pour les connaisseurs. Voilà, on peut faire des bottes de pressothérapie, on a plein d'outils, mais c'est pareil, on a des pistolets de massage, mais le but c'est pas de tout faire. Faut choisir ce qui est bon pour nous et le soir, on rentre déjà tard, on n'a pas le temps de faire énormément de choses. Il y a des soirs où on rentre tellement tard que même au massage, on n'y va pas. Ça dépend des coureurs. Moi, j'aime bien être massé un peu quand même, s'il y a possibilité, parce que je trouve que ça fait vraiment du bien et mentalement, je sais que ça me fait du bien. De relâchement. Mais il y a des coureurs qui, quand on rentre tard, ils préfèrent aller manger et aller au lit direct sans être massé. Après avoir digéré cette Vuelta, pardon, tu fais la fin de saison en Italie avec les fameuses classiques italiennes de fin de saison. Tu fais le triptyque Émilie, Trevale Varesine, Lombardie, ton premier monument. Ouais, mon premier monument. Ouais, j'ai limité la casse sur Émilie et Trevali, mais je sentais un peu de fatigue peut-être et la petite chute que j'ai eue au Lombardie m'a pas aidé. Mais j'ai senti que musculairement après j'étais broyé, j'avais mal au quadriceps, enfin, je sentais trop difficile dès le début. Je me suis accroché, mais avec une 1m160, j'ai posé des pieds à terre. J'ai pas terminé mon premier monument, c'est dommage. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, j'espère. Pour parler un peu plus global, quel regard toi tu portes sur le cyclisme actuel, qui est très dominé par une poignée de coureurs, avec parfois des gros écarts de niveau
et des équipes qui archi-dominent, voilà, notamment UAE. Beaucoup de courses qui peuvent paraître de l'extérieur courues d'avance, avec des coureurs qui sont vraiment au-dessus du lot. Toi qui vis de l'intérieur, quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que des fois ça démotive? Est-ce que au contraire pas du tout, t'es dans ton truc? Ouais, ça démotive non parce que de toute façon je peux pas les titiller ces coureurs-là, en tout cas personnellement. Et aussi il y a des courses, voilà, on sait c'est couru d'avance entre guillemets, même si c'est pas le cas parce que il y a toujours des rebondissements dans le cyclisme. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir par exemple sur la Vuelta cette année. J'ai fait 4 échappées, elles sont pas toutes allées au bout, mais il y en a 2 ou 3 qui sont allées au bout. Des fois il y a des top coureurs aussi en échappée, donc c'est dur d'aller faire un résultat, mais des fois sur une grande journée on peut faire un résultat. Donc moi j'ai pas de problème par rapport à ça. Maintenant c'est vrai que il y a des équipes qui surdominent et ouais, quand on voit cette année le nombre de victoires, il y a nous à côté, ouais, notre saison elle est vraiment pas incroyable. Mais c'est à nous aussi de trouver des solutions, d'essayer de se réinventer, de faire d'autres courses, de choisir un calendrier peut-être un peu différent parfois. Mais le cyclisme est comme ça et on doit composer avec. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026, ta deuxième année World Tour? Ouais, quand même Ouais, je sais pas ce qu'on peut me souhaiter, de continuer à progresser encore. Pour l'instant, chaque année, j'arrive à franchir un petit palier, ma progression est linéaire. J'espère que ça va continuer et pas avoir une saison down. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Il va falloir être intelligent sur la façon d'apprendre la deuxième saison après cette première saison. Donc voilà, on nous souhaitait de faire une saison encore pleine, d'être régulier et d'essayer de faire un des grands tours et d'essayer de prendre les échappées, de me faire plaisir et de bosser pour mes leaders aussi, comme je le dis déjà cette année. Fondamentalement, je pense que les choses vont pas être vraiment différentes, mais j'espère encore passer un petit cran qui me permettra d'encore plus jouer l'année prochaine sur certaines épreuves. Parfait, bah écoute, on te souhaite tous les succès, que ce soit personnel ou collectif. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cet épisode. C'était un vrai plaisir de t'accueillir, Clément, pour parler de ton parcours. Ouais, merci beaucoup. Et je pense que si vous êtes à la fin de cet épisode, c'est probablement que vous avez tout écouté, donc c'est que ça vous a plu.